l'automne, hein. C'est vrai que cette saison, elle a quelque chose de spécial avec ses couleurs. Non, c'est absolument, saisissant. On se balade en forêt et là, paf, une explosion de jaune, d'orange, de rouge. C'est vraiment magnifique, presque, ouais, magique. Mais bon, derrière toute cette beauté, il y a toujours cette question qui revient chaque année. Pourquoi, hein? Pourquoi les feuilles changent de couleur comme ça, juste à ce moment-là? Et c'est justement ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. L'idée, c'est de voir un peu la science qu'il y a derrière cette métamorphose. On va explorer ensemble les mécanismes biologiques, environnementaux, tout ça, quoi. Alors, on y va? Décortiquons ça. Oui, c'est une super idée. Parce que, en fait, ce qui nous semble juste beau, esthétique, eh bien, c'est le résultat de processus biologiques super importants pour l'arbre. Pour sa survie même. C'est vraiment un mélange complexe. La génétique de l'arbre, sa physiologie, et puis les signaux qu'il reçoit de l'environnement. Une vraie stratégie, quoi. D'accord, alors, commençons par le début. Printemps, été. Tout est vert, vert partout. Pourquoi cette couleur verte si dominante pendant la belle saison? J'imagine qu'il y a un composant principal. Exactement. Le grand responsable du vert, c'est la chlorophylle. C'est un pigment vert très puissant et vital pour l'arbre. Sa fonction principale, c'est de capter l'énergie du soleil. C'est elle qui fait tourner la photosynthèse. Ce processus qui permet à l'arbre de fabriquer sa nourriture, ses sucres, à partir de la lumière, de l'eau et du CO2 de l'air. Et comme il y a beaucoup de soleil en été, l'arbre en produit énormément de cette chlorophylle. Tellement en fait qu'elle masque complètement d'autres pigments qui sont aussi dans la feuille, mais en bien moins grande quantité. Du coup, tout nous paraît vert. Ok, je vois. La chlorophylle, reine de l'été, du vert et de l'énergie. Mais alors, pourquoi elle disparaît à l'automne? Qu'est-ce qui la pousse à partir? C'est juste qu'elle est vieille, usée? Non, non, ce n'est pas l'usure. C'est une décision stratégique de l'arbre. Elle est déclenchée par des signaux très clairs de l'environnement. Les deux principaux, c'est 1, la diminution de la durée du jour. Forcément, les jours raccourcissent après l'été. Et 2, la baisse des températures, surtout la nuit. Pour l'arbre, ces changements, ça veut dire attention, l'hiver arrive. Et l'hiver, c'est pas top. Moins de lumière et surtout le risque de gel. Le gel, ça peut abîmer les feuilles, faire perdre de l'eau, c'est dangereux. Donc, continuer à faire fonctionner toute l'usine de photosynthèse, ça devient trop coûteux et risqué. Ah, d'accord. Donc l'arbre, il anticipe. Il ne subit pas juste le froid quand il est là. C'est une vraie préparation. Tout à fait. Il réagit à ces signaux. Il ralentit, puis il arrête carrément de fabriquer de la nouvelle chlorophylle. Et comme la chlorophylle, c'est une molécule qui se dégrade assez naturellement, surtout avec la lumière, le stock diminue petit à petit. Le vert s'efface. Et c'est là que d'autres choses peuvent apparaître. Logique. Moins de lumière, plus froid. Hop, on arrête la chlorophylle. Le vert s'en va. Mais bon, ça n'explique pas tout. D'où ils sortent ces jaunes, ces oranges, ces rouges incroyables? Si c'est plus la chlorophylle, c'est quoi alors? Ah, là, ça devient hyper intéressant. Oui, voilà. La disparition du vert, ça lève le rideau sur d'autres acteurs. En gros, il y a deux grandes familles de pigments qui vont prendre le relais. Les caroténoïdes et les anthocyanes. Alors, les caroténoïdes d'abord. Le truc un peu fou avec eux, c'est qu'ils sont déjà là dans la feuille, tout le temps, du printemps à l'été. Simplement, on ne les voit pas parce que la chlorophylle verte est beaucoup trop présente. Elle les cache complètement. Quand elle disparaît, les caroténoïdes, eux, ils sont plus stables. Ils restent. Et hop, on les voit enfin. Ah, génial! C'est un peu comme si on grattait la peinture verte et qu'en dessous il y avait du jaune ou de l'orange qui attendait depuis le début. Jaune orangé. Jaune pâle, orange vif. On les voit très bien chez les bouleaux, les peupliers, les frênes, les noyers aussi. C'est eux qui donnent cette lumière dorée à beaucoup de forêts en automne. Une révélation, quoi. D'accord. Ça, c'était la première famille, les caroténoïdes. Et la deuxième, vous disiez? Les anthocyanines. Oui, les anthocyanes. Et là, c'est une autre histoire. Eux, contrairement aux caroténoïdes, en général, ils ne sont pas vraiment présents dans la feuille pendant l'été. L'arbre va les fabriquer activement à l'automne. C'est une production nouvelle. Fabriqués activement. Mais ça coûte de l'énergie à l'arbre, ça, non? Pourquoi il s'embêterait à fabriquer des pigments rouges ou pourpres juste avant que la feuille tombe? Ça paraît bizarre. Contre-productif, même. C'est d'une excellente question. Et honnêtement, c'est un sujet où la recherche est encore assez active. Ce qu'on sait, c'est que leur production est boostée par certaines conditions.
Il faut une combinaison de forte lumière le jour et de nuit fraîche, mais attention, sans gel. Ça fait que les sucres s'accumulent dans les feuilles. Ces sucres qui ne sont pas évacués vers le reste de l'arbre, eh bien, ils serviraient de carburant et de déclencheur pour fabriquer ces anthocyanes. D'accord. Et à quoi ils servent alors, ces pigments rouges? Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être une sorte d'écran solaire pour protéger la feuille pendant qu'elle finit de récupérer ses nutriments. Ou alors des antioxydants pour lutter contre le stress lié au vieillissement de la feuille. Ce qui est sûr, c'est que ce sont eux les responsables des rouges vifs, des pourpres, parfois presque violets, les couleurs les plus spectaculaires. Pensez aux érables du Canada, certains chênes, les liquides en barre. C'est vraiment le signe d'une activité particulière à l'automne chez ces arbres-là. C'est incroyable cette double approche. Des couleurs qui se révèlent toutes seules et d'autres que l'arbre fabrique exprès. On admire ce feu d'artifice, mais on sent bien maintenant que ce n'est pas que pour nous faire plaisir. Vous parliez de récupération de nutriments, ça veut dire que ce changement de couleur, il a une fonction vitale pour l'arbre? Absolument. Carrément. Le changement de couleur, c'est juste la partie visible d'un truc énorme qui se passe à l'intérieur. Le recyclage. Avant de laisser tomber ses feuilles, l'arbre lance une grande opération récupération. Il démonte tout ce qui est utile dans la feuille et il rapatrie les éléments nutritifs importants vers ses parties permanentes, les branches, le tronc, les racines. Il récupère comme ça l'azote, le phosphore, le potassium, des éléments essentiels qu'il avait puisés dans le sol, mais aussi le magnésium qui était dans la chlorophylle, le fer, le manganèse, tout ce qu'il avait investi pour fabriquer ses feuilles au printemps. Ah ouais, c'est un vrai déménagement interne avant la fermeture hivernale. Une sorte d'optimisation maximum avant de se mettre en pause. Exactement ça, c'est une stratégie de conservation hyper efficace. En récupérant une bonne partie de ses nutriments, parfois plus de la moitié de l'azote et du phosphore, l'arbre limite les pertes et il se fait des réserves. Et ces réserves, elles sont cruciales pour passer l'hiver, mais surtout pour pouvoir redémarrer au printemps suivant, pour faire les nouveaux bourgeons, les nouvelles feuilles, à un moment où le sol est peut-être encore froid et où les racines ont du mal à absorber. Donc oui, la couleur d'automne, c'est le signe extérieur de ce grand chantier de démontage et de rapatriement. Ça change complètement la perspective de voir ça comme ça. Une simple feuille colorée devient le témoin d'une stratégie de survie. Mais alors, il reste une question. Pourquoi c'est si variable? D'une année sur l'autre, les couleurs peuvent être dingues ou alors plus discrètes. Et même dans une forêt, tous les arbres ne virent pas pareil. Qu'est-ce qui influence tout ça? Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent, et la météo, c'est vraiment le chef d'orchestre, surtout pour l'éclat des rouges et des pourpres, les fameuses anthocyanes. Les conditions idéales pour avoir des couleurs flamboyantes, c'est une fin d'été et un début d'automne assez secs, puis des journées bien ensoleillées et des nuits fraîches. Mais attention sans forte gelée. Le soleil la journée, ça pousse la photosynthèse à fond, donc ça produit plein de sucre dans les feuilles. Les nuits fraîches, elles, ralentissent le départ de ces sucres vers le reste de l'arbre. Du coup, les sucres s'accumulent dans la feuille. Et cette concentration de sucre avec la lumière, ça booste la production d'anthocyanes. Ah, d'accord. Donc, si on a un automne très doux, pluvieux ou très nuageux, ça donnera des couleurs plus ternes. Moins de rouge surtout. C'est exactement ça. Moins de soleil, moins de sucre. Nuit douce, les sucres s'en vont plus facilement. Résultat, moins d'anthocyanes. On aura surtout les jaunes et oranges des caroténoïdes, voire du brun si tout se dégrade vite. Et à l'inverse, un coup de gel fort et précoce, c'est pas bon non plus, ça peut tuer les cellules de la feuille avant que les pigments aient eu le temps de se montrer. Du coup, ça brunit direct, c'est terne. La sécheresse en été peut aussi jouer en stressant l'arbre. Parfois, les feuilles tombent même avant d'avoir eu le temps de prendre de belles couleurs. Et l'espèce de l'arbre, bien sûr. Ah oui, ça c'est déterminant. Comme on disait, la capacité à faire des anthocyanes, c'est génétique. Les érables, certains chênes, les liquides en barre, ils sont programmés pour faire du rouge si les conditions sont là. D'autres, comme les bouleaux, les hêtres, eux, ils ont surtout des caroténoïdes. Donc, ils seront toujours jaunes ou dorés. C'est leur signature. Et même pour une même espèce, des fois on voit des différences d'un arbre à l'autre ou d'un coin à l'autre. Tout à fait. Là, c'est le microclimat qui entre en jeu. Une zone plus à l'abri, ou au contraire plus exposée au soleil, au froid. La nature du sol aussi. Parfois, un sol plus acide favorise les rouges chez certaines espèces. L'eau disponible, les nutriments, et même l'âge de l'arbre, son état de santé général. Tout ça peut moduler un peu les couleurs. C'est ce mélange de génétique, de météo globale et de conditions locales qui fait toute la richesse et la variété des paysages d'automne. C'est jamais pareil. C'est fascinant de voir comment tout s'imbrique. Bon, on arrive à la dernière étape du voyage de la feuille, sa chute.
Une fois que l'arbre a fini son recyclage et que la feuille a ses belles couleurs, qu'est-ce qui fait qu'elle se détache? C'est pas juste le vent qui l'arrache, si? Le vent donne le coup de pouce final, on va dire. Mais non, c'est l'arbre qui prépare activement la séparation. Quand la récupération des nutriments est bien avancée, l'arbre construit une zone spéciale à la base du pétiole, la petite tige de la feuille. Ça s'appelle la zone d'abscission. Il faut imaginer ça comme une sorte de ligne de pointillé, une zone de rupture programmée. Il y a plusieurs couches de cellules là. Côté branche, il se forme une couche protectrice, un peu comme une cicatrice, pour boucher le trou quand la feuille sera partie et éviter les infections ou les pertes de sève. Et juste à côté, une autre couche de cellules va devenir fragile. Leurs parois se dégradent sous l'action d'enzymes spécifiques. C'est un peu comme si l'arbre sciait la branche. Enfin, la feuille. D'accord, il coupe les ponts en quelque sorte. Oui, c'est ça. Cette zone d'abscission, elle va boucher puis couper les petits tuyaux, le xylème et le phloème qui reliaient la feuille à la branche pour l'eau et la nourriture. Du coup, la feuille n'est plus alimentée, elle ne reçoit plus d'eau, elle commence à sécher. C'est une séparation nette et organisée donc, pas un arrachage violent. Exactement. La connexion devient de plus en plus faible au niveau de cette zone fragilisée. À la fin, la feuille ne tient plus que par quelques fibres. Et là, oui, le moindre coup de vent, le pot d'une goutte de pluie ou juste son propre poids, devenu mort, ça suffit pour casser ses dernières attaches. Et elle tombe. Souvent assez délicatement d'ailleurs. Et une fois par terre, ces milliards de feuilles mortes, on a tendance à les voir comme des déchets, surtout dans nos jardins, on les ramasse. Mais en forêt, j'imagine qu'elles servent encore à quelque chose. Ah mais elles sont cruciales, leur rôle est loin d'être fini. En s'accumulant au sol, elles forment ce qu'on appelle la litière. Et ce tapis de feuilles mortes, il a plein de fonctions super importantes. D'abord, c'est un super isolant thermique, un vrai manteau pour le sol. Ça protège contre le gel en hiver et contre la chaleur et l'évaporation en été. Ça protège les racines de l'arbre, mais aussi les graines, les petits organismes du sol. Ça amortit aussi l'impact de la pluie, ça limite l'érosion. Donc en fait, laisser les feuilles au pied des arbres dans son jardin, c'est plutôt une bonne idée, contrairement à ce qu'on fait souvent? C'est souvent très bénéfique, oui. Surtout au pied des arbres, des arbustes, sur les massifs. Bon, sur la pelouse, c'est autre chose, mais on peut les composter, c'est idéal. En forêt, cette litière, elle est vitale, parce qu'au fil du temps, elle va se décomposer, grâce à toute une armée de micro-organismes, des bactéries, des champignons, mais aussi des animaux du sol, les vers de terre, les cloportes, les colemboles. Et cette décomposition, ça va libérer lentement les éléments minéraux qui restaient dans les feuilles, ceux que l'arbre n'avait pas récupérés. Ces nutriments retournent au sol, ils l'enrichissent en matière organique, ça améliore la terre, sa capacité à retenir l'eau et en minéraux, que les plantes peuvent réutiliser. Ça forme l'humus, et cet humus, il va nourrir l'arbre lui-même, mais aussi toutes les autres plantes autour, les champignons, tout l'écosystème du sol. La boucle est bouclée. Ce qui est tombé de l'arbre retourne à la terre pour le nourrir. C'est la base de la fertilité des fourrés. C'est une vision vraiment complète. On voit comment tout est lié. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, le spectacle incroyable des couleurs d'automne, ça commence quand? La chlorophylle verte se retire à cause de moins de lumière et de froid. Ça révèle les pigments jaunes et oranges, les caroténoïdes, qui étaient cachés. Et chez certains arbres, ça déclenche la production de rouge et de pourpre, les anthocyanes, surtout s'il fait beau et frais. Mais c'est pas juste joli, ça accompagne un grand recyclage où l'arbre récupère ses nutriments avant de se séparer de la feuille grâce à une zone de rupture spéciale. Et même morte, au sol, la feuille continue de bosser. Elle isole et elle nourrit la terre en se décomposant. Le cycle continue. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? Mais au fond, je crois que ça montre que l'un des phénomènes naturels qui nous touche le plus esthétiquement, c'est en fait, d'un point de vue biologique, une démonstration incroyable d'efficacité, d'économie, d'adaptation. C'est l'expression d'une stratégie de survie de l'arbre face à l'hiver. Le recyclage, l'anticipation, c'est ça qui est au cœur de ces couleurs magnifiques. La nature, en cherchant à être efficace et à durer, elle génère par accident une beauté qui nous parle si fort. Et ça laisse une question assez fascinante en suspens, je trouve. Comment ça se fait que cette mécanique naturelle, si pragmatique, si orientée vers la survie, l'efficacité, presque invisible dans ses rouages, comment ça aboutit à un spectacle extérieur d'une telle splendeur? Comment cette nécessité biologique arrive à créer cette symphonie de couleurs qui nous émerveille, qui nous inspire année après année? Il y a une sorte de poésie involontaire dans la biologie, non?